Alors, je vous souhaite bienvenue dans ce nouveau carnet lecture. Je viens tout juste de clore le vlog précédent et je lance celui-ci. Nous sommes le lundi 26 septembre et la semaine s'annonce grise, pluvieuse et automnale, comme je les aime, donc avec une petite fraîcheur. On a commencé à sortir les manches longues et tout ça, donc ça c'est chouette. Et bien, de nouveau cette semaine, je vais recommencer à avoir mon fameux horaire de travail un petit peu plus dense. Donc, on va voir comment ça va se passer pour les lectures. Je n'ai pas de thématique particulière en tête pour le moment. Je vais voir comment ça va aller. Je vais devoir passer à la bibliothèque aujourd'hui parce que j'ai des livres qui doivent être apportés absolument. Je vais aller voir ce que je peux faire. Peut-être que je vais m'en ramasser un ou deux. Je pensais plus des graphiques que j'avais en tête. Donc, peut-être, je vais voir s'il est disponible, mais peut-être Grimoire Noir. Je vais vous mettre la petite vignette ici. Et puis, sinon, ouais, c'est celui-là que j'avais en tête. Peut-être l'adaptation Les filles de Salem également. Je vais voir si je trouve ça intéressant. Je pense que c'est Thomas Gilbert pour Les filles de Salem. Et puis, sinon, bien, je continue ma lecture audio réconfortante, ma relecture audio réconfortante. Je ne l'ai pas lu très souvent, ce tome-là, de la série des Anne de Lucy Maud Montgomery, c'est-à-dire Anne d'Ingleside. Je le lis en livre audio avec la version qui est disponible sur l'application audio de Radio-Canada et qui est lue par Catherine Proulemé. Puis c'est ça, moi, en fond, j'ai lu souvent comme les 3 premiers tomes. J'ai vraiment adoré toujours le dernier tome de la série qui est Ria d'Ingleside. Mais j'ai moins relu souvent Anne d'Ingleside et le tome suivant, La vallée de l'arc-en-ciel. Il était plus centré sur les enfants. Puis, c'est pas que j'aime pas les enfants du tout. Mais comme c'était vraiment le personnage d'Anne qui m'intéressait, je crois que j'étais un petit peu moins attachée. Je ressens encore un peu ça pour le Anne d'Ingleside, mais je vais le continuer. Je sais pas si je vais aller à La vallée de l'arc-en-ciel. Il est possible que je le saute et que j'aille directement à Ria d'Ingleside, mais je verrai. Si je lis, dans le fond, je le trouve en livre audio. J'aime bien quand même ça pour mes déplacements pour le moment. C'est pas quelque chose qui me demande beaucoup au niveau de concentration. C'est de la fiction. Je connais quand même déjà l'histoire. Puis comme ces temps-ci, j'ai beaucoup à gérer au quotidien au niveau adaptation, ben, je préfère avoir quelque chose que je connais et de rassurant et tout ça. Alors voilà, c'est le début de ce vlog. Et puis ben, j'espère pouvoir vous reprendre souvent cette semaine. À bientôt! Hey! Alors, me revoici en mode petite marche du dîner et beaucoup de bruit dans l'environnement. Alors, je vous reprends rapidement parce que j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps de lire finalement depuis que je vous ai pris hier. Et puis, j'hésite un peu. Je suis un peu comme dans un choix difficile. J'ai essayé de commencer le fameux recueil de poésie de Daniel Bélanger, Poids lourd. Et je suis pas tout à fait convaincue, mais je vais quand même le poursuivre. Et puis, j'ai commencé aussi le petit ouvrage de la collection Pli sur Louisa May Alcott. Mais j'ai pas beaucoup le temps d'avancer. Donc, je suis encore un peu dans l'indécision. Sinon, je me suis pris aussi également quelques petits romans graphiques au travail. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais vous en parler un peu plus peut-être en soirée ou alors demain. Puis je vous tiens au courant. Mais je voulais juste vous faire un petit point rapide pour vous dire où j'en étais. J'étais un peu dans le wishy-washy de la grisaille. Par contre, je poursuis toujours ma lecture de Anne la Maison Pignon Vert en livre audio. Bien sûr, c'est le tome Anne d'Ingleside que je lis en ce moment. Et je vous en parlerai un peu plus, mais mes impressions se confirment malheureusement pour ce tome-là. Alors, à la prochaine! Eh bien, je vous souhaite le bonjour. Nous sommes le mercredi
hmm, 28 septembre, je crois. Et oui, mercredi 28 septembre, j'en profite pour venir vous parler un petit peu des lectures récentes que j'ai faites. Comme je vous en parlais hier rapidement, j'avais entamé deux lectures en début de semaine, dont tout d'abord, en fait, le premier recueil de poésie de Daniel Bélanger, donc Poids lourd, c'est publié chez Les Herbes Rouges. Daniel Bélanger, c'est bel et bien l'auteur, compositeur, interprète québécois qui est connu depuis des années et dont j'adore la plume musicale, c'est-à-dire que j'ai toujours bien aimé à la fois ses environnements sonores et les ambiances dans lesquelles sa plume de parolier nous plongeait. Donc, et j'avais également lu, fait quelques, je crois, un ou deux romans ou récits poétiques un peu. Donc, j'avais aussi aimé ce passage-là. J'avais donc beaucoup d'attentes concernant ce recueil de poésie en me disant, bon, parolier, passage à la poésie, ça va être chouette. Et j'ai peut-être eu trop d'attentes ou alors il y a quelque chose que je pige pas, mais j'ai malheureusement pas retrouvé la magie de la plume de Daniel Bélanger dans ce recueil-là. Donc, je vous explique, c'est un recueil qui fonctionne vraiment par bribes. Je dirais que c'est comme une errance introspective. Donc, on semble être plongé dans à la fois les souvenirs, les pensées ou les envolées philosophiques de l'auteur. Et c'est décousu volontairement, donc c'est en bribes. C'est des vers libres, donc vraiment là, des poèmes qui n'ont pas nécessairement une structure conventionnelle et qui sont présentés dans le fond sous forme de un poème égale une page. Et on aborde divers thèmes, qui sont un petit peu durs à saisir. C'est pas problématique pour moi, mais quand même, je vais vous expliquer par après. Donc, évidemment, l'introspection, les questions existentielles un peu sur, je crois, le destin, le contrôle qu'on peut avoir sur le destin, également l'amour, plutôt l'absence, donc la perte de cet amour-là peut-être. Beaucoup de urbanité versus ruralité, puis aussi l'errance, encore une fois, autant concrète que à l'intérieur. Et étrangement, une analogie qui est semée tout au long du recueil et qui semble avoir déterminé le titre, c'est-à-dire que c'est poids lourd. Pendant tout le long du recueil, il va y avoir des allusions à un camion de transport ou simplement à la vie des porcs. Donc, leur transport vers l'abattoir, les porcs vers l'abattoir, le destin des porcs. Et je me doute que c'est une analogie peut-être de comment l'impuissance de l'humain peut-être par rapport à sa propre existence ou peut-être l'insouciance de l'humain par rapport à sa place dans l'ensemble de l'existence. Dans ce cas-ci, c'est un petit peu l'ironie de dire qu'on doit tuer les porcs pour les manger. Ce qui est spécial, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a comme pas de fil conducteur ou je le saisis pas. Peut-être que je le saisis pas. Le fil conducteur entre ces différents bribes-là. Oui, c'est sûr qu'en poésie, dans les vers libres, souvent, on va aller beaucoup dans l'introspection. Puis je suis tout à fait à l'aise avec le fait que ça aille dans diverses directions. Je pense qu'on suit un peu comme les pensées de l'auteur. Mais souvent, il y a quand même un fil directeur. Puis là, on dirait que ça a été comme un... pas plaqué, mais ils ont comme décidé de mettre que... Ça a été décidé que ça allait être poids lourd, puis l'espèce d'analogie des porcs, du destin des porcs. Et puis pour moi, c'est arrivé toujours comme un feu sur la soupe. Donc, ce qui veut dire peut-être que c'était peut-être pas tout à fait assez bien clairement imbriqué ou le rythme ou l'alternance ou l'ordre des poèmes était peut-être à retravailler ou faire en sorte que ça devienne un peu plus un tout pour que le lecteur perçoive un peu plus clairement peut-être si c'était une analogie. Des fois, ça va teinter aussi notre perception des poèmes s'il y a vraiment un fil conducteur qui est clair. Et souvent, dans des recueils comme ça où il y a plusieurs bribes, évidemment, en recueil de poèmes, ça se lit à petite dose. C'est ce que j'ai fait. Là, je ne l'ai pas lu tout d'un coup. J'ai lu des petites pages ça et là, des fois dans des grands moments en continu ou alors en alternance. Et puis, c'est sûr qu'on ne peut pas tout apprécier. Mais souvent, dans des recueils comme ça, j'ai beaucoup quand même de moments que j'aime. Et puis, dans ce cas-ci, malheureusement, et puis ça m'a vraiment étonnée parce que j'adore et je respecte la plume de Daniel Bélanger, j'en ai pas eu tant que ça. Je dirais que sur comme les 95 pages, j'en ai peut-être eu 3-4 moments où j'ai fait « Ah! » Puis à chaque fois, j'avais l'espoir que ça allait se diriger
vers cette direction-là, puis à chaque fois, l'analogie des ports revenait. Je vous dirais que je pense que c'est la partie qui fait référence à la ruralité qui est un peu mêlée aux souvenirs. On sent que c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas si ça a été vraiment vécu, mais en tout cas, c'est rendu de façon vivante, puis on a l'impression vraiment d'y être par le biais des vers libres. Mais bon, il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est un problème de rythme, un problème d'édition peut-être, là, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste que ça n'a pas été retravailler suffisamment pour que l'intention de l'auteur soit bien transmise dans le fond au lecteur. Mais bref, je suis vraiment mitigée. Puis à la limite, je me suis un peu forcée pour le terminer parce que je me suis dit, bon, peut-être que ça va changer par la suite. Puis j'aimais tellement l'auteur que je me suis dit, bon, ben, je vais quand même au moins me faire une idée complète. Puis c'est vrai que peut-être les 10 dernières pages m'ont vraiment plu, mais je me rends compte que c'est parce qu'elles abordaient la ruralité. Puis dans les 2 dernières pages, on essaie d'un petit peu plus faire le lien avec justement la fameuse analogie des ports, puis peut-être aussi la place de l'humain par rapport à la terre. On dirait que comme ça évoque un peu ça dans le sens où peut-être un petit peu de d'éco-anxiété ou de bref. Donc à chaque fois j'avais l'impression que ça allait s'enclencher. Ça a déjà arrivé des recueils que c'est long à démarrer, mais oh, je suis comme j'ai un peu de déception, mais enfin bon, je trouve ça quand même intéressant qu'il ait plongé là-dedans. Puis je vous recommande quand même si ça vous dit de le découvrir. Ça me fait un peu penser à. Je repensais à ça. Puis je me suis dit peut-être que c'est la manière dont ça a été proposé, comme vraiment un recueil de poésie. Mais volontairement présenté comme un recueil de poésie, donc pas nécessairement avec un fil conducteur, donc on n'accompagne peut-être pas beaucoup le lecteur, puis c'est correct, là, la poésie, ça peut toujours besoin d'accompagnement. Mais je pense que la peine de Danielle Bélanger, elle est belle lorsqu'elle raconte. Et puis, et c'est pour ça peut-être que ces fictions régulières m'avaient plus interpellée puis que ces chansons m'interpellent. Puis là, on dirait que dans ce format-là de court poème en vers libre, c'est comme si ça donnait pas le temps à l'auteur de bien installer son talent de conteur, même si c'était par un véhicule qui est différent qui est la poésie. Puis ça m'a fait penser un peu comme il y avait quand même des bribes qui touchaient différents sujets, souvenirs, pensées, tout ça, à Carnet de naufrage de... Carnet de naufrage? Non, pas Carnet de naufrage. Oh mon Dieu, j'oublie le titre, je vais vous le mettre, là, mais c'est les carnets que Gilles Vigneault avait fait, qui étaient des carnets d'auteurs, en fait, puis ça rassemblait à la fois des récits, des courts récits, des poèmes, des chansons, des dessins, puis Daniel Bélanger s'est récemment mis, je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram, dans la pandémie, il s'était lancé comme au dessin un peu en bonhomme à limette, mais c'était vraiment, vraiment touchant, c'est comme des espèces de regards sur la société. Puis là, je me suis dit, ce même contenu-là, présenté sous forme de carnet d'auteur, un peu comme si c'était un scrapbook des pensées de l'auteur, peut-être alterné avec des illustrations de l'auteur, pourquoi pas. J'ai l'impression que ça aurait peut-être justement amené la chose qui, à mon très humble avis, manque, en tout cas pour moi, m'emporter. Mais bref, ça pour dire. Alors voilà, c'est mon avis un peu de ça concernant Poids lourd de Danielle Bélanger chez Les Herbes Rouges. Je vous invite quand même à le découvrir. Ça fait partie de la rentrée littéraire automnale québécoise. Et ensuite, je me suis plongée dans ma première expérience de la fameuse collection Pli aux éditions de Lorma. Je vous avais dit que c'est Petite Lectrice qui m'avait fait découvrir cette collection-là. Là, c'est sûr que ça paraît peut-être pas, mais en fait, cette collection-là, elle est conçue pour être envoyée par la poste. Donc là, comme c'est un exemplaire de bibliothèque, ils ont retiré l'empaquetage. Mais en temps normal, ça vient avec un empaquetage qui peut se refermer et qui est un format sur lequel on peut ajouter seulement le coût du transport postal, puis envoyer directement par la poste, donc à quelqu'un à qui on veut partager. Donc, c'est ce qui justifie le fait que je vous avais montré dans le blog précédent que l'intérieur est un peu aride. Puis celui-ci, dans le fond, ça s'intitule Nos têtes audacieuses, puis c'est un extrait de correspondance de Louise-Amie Alcott avec différents interlocuteurs. Puis ça aborde l'écriture, sa perception de la vie, qui est vraiment très loin. Si jamais vous avez juste dans la tête ce qu'on a retenu de Les 4 filles du Docteur Marsh, peut-être pas l'adaptation cinématographique récente là, de Greta Garwin, mais c'est très bienveillant, à la limite dégoulinant un peu de bons sentiments. Dans sa version originale écrite, on ne parle pas des adaptations cinématographiques, bien sûr. Et sachez que Louise-Amie Alcott, pour votre information, c'est des livres qu'elle a écrits sur commande, donc c'était pas ça son genre de prédilection. Elle a toujours considéré qu'elle voulait être autonome dans sa vie et elle a choisi l'écriture comme moyen de devenir autonome, ce qui fait qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire
écrire peut-être des choses qui sont des commandes qui correspondent moins au genre qui la représente bien, écrire dans des revues ou des magazines, justement des choses qui vont peut-être plaire au public, parce que c'était son moyen de c'était son moyen de subsistance et elle soutenait sa famille de la même façon. Donc ça, c'est pour le petit topo pour ceux qui ne connaissent pas Louisa May Alcott, ce qui fait que c'est certain que faut pas être surpris, là, on n'est pas dans le côté tout est beau, tout est gentil, on est plus peut-être dans l'esprit du personnage de Joe tel que représenté dans l'adaptation cinématographique de Greta Gerwig, la plus récente, qui est vraiment, on voit ici une soif de détermination pour l'émancipation des femmes, l'autonomie, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours rose. Donc, grosse mise en contexte pour un petit opuscule, mais c'est quand même intéressant, je trouve, d'avoir ces informations-là. Puis, ce que j'ai trouvé bien, bon, tout d'abord, l'ouvrage est d'abord, comment, dans le fond, ça commence par une introduction, et puis cette fois-ci, c'est pas... Des fois, je les lis pas toujours, parce que c'est vrai que des fois, ça peut être un peu... Ils analysent quasiment l'ouvrage, puis ça finit par être comme par divulgacher un peu le plaisir. Dans ce cas-ci, c'était vraiment une mise en contexte courte, donc seulement 4 pages, donc c'est pas trop long. Et ensuite, il y a quelque chose d'intéressant, donc une chronologie de la vie et des œuvres de Louisa May Alcott qui s'étale sur 2-3 pages. Donc c'est quand même pas juste ses publications, c'est aussi les moments charnières de sa vie. Ça va vraiment aider un lecteur qui connaîtrait juste, par exemple, son œuvre ou seulement peut-être l'œuvre des Cafés du Docteur March, de s'y retrouver un peu. Ensuite, à chaque extrait de correspondance correspond une mise en contexte en italique de la correspondance qui va être présentée et ensuite nous avons la correspondance. Donc voilà la grosse description. J'ai bien apprécié. Je suis un petit peu restée sur ma faim dans le sens où c'est sûr que ça reste quand même un survol. Mais je m'attendais à ça. C'est une petite plaquette. Je savais que ça irait pas nécessairement en profondeur. J'ai bien aimé que ça se concentre sur quelques angles en particulier, donc puis qui était quand même relativement essentiel à la vie de cette autrice-là, c'est-à-dire sa soif d'indépendance, puis ça l'a mené même à la limite à sa perte, parce qu'elle a voulu s'impliquer dans les guerres à l'époque, et c'est dans le temps des guerres de sécession, puis ils ont refusé parce qu'elle était une femme, puis la seule chose qu'elle acceptait, c'est qu'elle devienne infirmière, puis elle l'a fait, mais elle a attrapé le typhus, puis ça l'a affaibli pour le restant de sa vie, puis elle a fini par mourir des suites de médicaments qu'elle avait pris pour traiter cette maladie-là. Donc, mais tout le long, dans le fond, je trouve ça intéressant. Ils ont pris vraiment cet angle-là, puis on la voit interagir avec des éditeurs, des nouveaux talents, puis elle n'est pas toujours aussi, tu sais, je veux dire, ça reste, je dirais, une femme forte à déterminer, avec peut-être ses grands moments de détresse, mais également vraiment une conviction bien ancrée en elle que la fin justifie les moyens. Donc, dans le sens que elle voulait devenir écrivain parce que c'était un intérêt qu'elle avait, puis elle a décidé qu'elle allait devenir écrivaine de façon à pouvoir atteindre cette indépendance-là qui était à ce moment-là, à l'époque, inaccessible aux femmes. On va même aborder aussi le mouvement des suffragettes parce qu'elle va finir par en faire partie indirectement. Les parents de Louisa May Alcott étaient particuliers. Ils élevaient vraiment leurs filles selon une philosophie allemande là, qui était des transcendantalistes, qui mettait beaucoup l'accent sur la perfection, dans le fond, l'auto-perfectionnement, disons, des gens. Donc, c'est intéressant. Moi, j'en connaissais quand même déjà un peu sur l'auteur. Donc, peut-être que c'est pour ça que je serais un petit peu restée sur ma fin. C'est un format que je trouve intéressant. Je comprends pourquoi il est en opuscule, pourquoi ça fait un survol. Cela dit, pour un survol, c'est très complet. Puis, je sais que c'est ça l'idée du format, que ce soit petit, mais ah là là! Bon, peut-être parce que ma mère est graphiste, mais une mise en page comme ça, là, avec aucune marge qui va jusqu'en bas, puis je sais que c'est pour sauver de l'espace, je suis bien consciente de ça, mais ce même contenu-là, si jamais à un moment donné, les éditions de Lorma le publiaient en version poche, peut-être, là, ça c'est, je sais pas, pour vous donner une idée, ça c'est un format moyen, là, mais je sais pas si vous voyez, c'est vraiment plus petit qu'un format poche, donc c'est vraiment très, très minuscule, c'est de façon, c'est quasiment comme une petite enveloppe, c'est ça le but, c'est pour que ça devienne comme une enveloppe pour la poste. Je crois qu'il gagnerait. En tout cas, ça serait intéressant et je serais potentiellement preneuse d'avoir des éditions dont le contenu est le même, mais simplement la mise en page est plus aérée, plus mise en page, on compresse moins les traductions, on compresse moins la chronologie, puis que dans les correspondances, dans le fond, tout ce qui est mis en situation, comme là, voyez-vous, au niveau de la mise en page, il n'y a pas de différence, c'est pas en exergue ou c'est pas... Donc, des fois, c'est dur, on ne sait pas trop si c'est la correspondance qui commence déjà. Ah non, finalement, elle commence au bas de la page. Donc, il y a un petit travail qui a été peut-être, qui est justifié par le format,
choisis et la mission de l'éditeur, c'est également des ouvrages qui sont à petit coût en Europe. Ici, c'est quand même 15,95 mais en Europe, c'est 7,95 donc c'est vraiment pas cher. Mais je vous dirais que je trouve que la qualité du contenu, finalement, c'est vraiment intéressant. Je crois que ça gagnerait à être déployé sous un format qui laisse un peu respirer le contenu. Donc, bonne idée. Je vous disais aussi que j'avais peut-être des appréhensions parce que, à date, les autrices dont j'aimerais découvrir les extraits de correspondance mis de l'avant dans la collection Pli chez Delorma, ce sont des autrices qui sont anglophones, donc c'est sûr que leur correspondance va être traduite. Et puis, des fois, les traductions, en tout cas, je trouve ça un peu dommage. Dans les correspondances, c'est peut-être un petit peu moins pire, parce que dans le fond, il n'y a peut-être pas un style particulier non plus en correspondance, ce qui fait qu'on ne perd pas trop du plaisir. Je suis quand même curieuse de voir les autres. Il y en a vraiment plusieurs. Là. Ben là, bon, c'est une copie de bibliothèque, fait qu'on ne verra pas à cause de la puce, mais il y en a plusieurs. Là. Il y avait Virginia Woolf, entre autres, Jane Austen. Je crois que c'est Charlotte Brontë. Il y en a plusieurs que j'aimerais. Il y avait peut-être même le fameux Stephen Zweig. Ouf, Zweig. Je suis désolée pour la prononciation. Dont Petite Lectrice avait parlé, que j'aimerais peut-être aussi découvrir. Bref, premier essai quand même concluant. Est-ce que je suis contente de l'avoir découverte par le biais des bibliothèques? Parce que je ne sais pas trop si j'avais acheté ça de notre côté-ci de l'Atlantique à 16 $ pour le format. Ça m'aurait peut-être un petit peu déçue, mais je suis convaincue par l'intention derrière cette collection-là, puis je vais sans doute en découvrir d'autres. Alors voilà, c'était quand même un peu plus long que prévu finalement, mais j'avais des trucs à vous dire. Alors je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vais avoir à passer aujourd'hui à la Bibli. Donc je vous avais dit que j'avais pris quelques romans graphiques au boulot, mais sinon, moi, c'est ma bibliothèque où je suis abonnée un petit peu plus loin de chez moi. Donc, je vais peut-être vous faire une mini-présentation, si j'ai le temps dans l'après-midi, des quelques livres que je vais aller chercher, juste pour vous dire où j'en suis parce qu'évidemment, ça demeure ma pile à lire qui bouge sans arrêt, comme vous avez pu le constater. Comme ce sont des livres de bibliothèque, ça fait partie de l'aventure. Alors, bien voilà, je vais vous revenir dès que c'est possible, mais à la prochaine! Alors, me revoici en ce mercredi au temps incertain, où le soleil grisaille se côtoie. Alors, comme promis, je suis allée chercher des livres à la au biblio que je fréquente et je vous fais une petite présentation rapide de ces livres-là. Donc, tout d'abord, j'ai rapporté du boulot le tome 2 de la série Love, Love, Love de Kid Toussaint et Andrés Garrido. Chez Dupuis. Et donc, ça, c'est une série que j'ai commencée dans la semaine dernière. Donc, je vous invite à regarder le vlog précédent si vous voulez en apprendre un peu plus. Mais en gros, ça se déroule dans un monde futuriste où intelligence artificielle, désormais devenue paria, côtoie les humains avec plus ou moins de tolérance. Et c'est l'hypothèse de est-ce que l'amour peut exister entre l'intelligence artificielle et son créateur, entre guillemets, donc l'humain. Donc, c'est super intéressant jusqu'à maintenant. Donc, je vais poursuivre la saga. Ensuite, encore des suites de séries. J'essaie de m'organiser dans mes piles. Ça fait longtemps que En fait, je n'avais même pas été au courant qu'il y avait un ton suivant. C'est grâce à... Rêve ta vie en lecteur, qui a reçu, je crois, la série des 109 rues des Soupirs qu'elle avait à découvrir. Donc, ça, 109 rues des Soupirs, c'est un roman graphique jeunesse. C'est écrit par Monsieur Tan et Yomugi Dumont et c'est édité chez Casterman. Il y avait différentes éditions. Si vous voyez faire ça, c'est juste mon chat qui essaye de s'intégrer. C'est pas que j'aime pas ça, là, mais... donc, je m'excuse, je reprends. C'est une série, en gros, c'est l'histoire d'Eliot qui habite relativement seul au 109 rue des Soupirs parce que ses parents sont toujours en déplacement. Et dans le tome 1, il va rencontrer la bande de fantômes qui habitent cette maison-là. Et au fil des tomes, il va se développer un attachement, une amitié, un peu comme si c'était une deuxième famille pour Eliot. Malgré le fait que la société a pas l'air de trop tolérer qu'il y ait des fantômes qui demeurent dans cette maison-là. Donc, on en était là. Dans ce troisième tome-là, de ce que je peux voir, c'est que Eliot a disparu. Donc, la famille de fantômes s'inquiète, même si les parents biologiques d'Eliot ne sont pas là.
et on va voir qu'est-ce qui va se passer dans celui-là. Donc, je vous invite à découvrir cette série-là si vous ne la connaissiez pas déjà. Je ne sais pas si... Ben, je vais peut-être voir si... Ouais, il me semble que c'était du monochrome aussi pour les autres. Donc, voilà. Je vais faire un petit peu plus de... C'est très rigolo. C'est pas épeurant là, du tout. Donc, je dirais que c'est du jeunesse. Il n'y a pas beaucoup de texte non plus. Là, je dirais peut-être dès même le premier cycle du primaire si le jeune a une bonne capacité de lecture, mais sinon, vraiment à partir de peut-être 7-8 ans. Et je vous en reparle dès que je l'ai lu, bien sûr. Donc, pour la suite des séries. Ensuite, je vais aller avec une nouveauté qui est sortie. En fait, c'est une nouveauté de la rentrée littéraire québécoise et c'est un ouvrage qui s'appelle Le plus petit sauveur du monde de Samuel Larochelle et Ève Patnaud. C'est aux éditions, à la collection qui est numéro 5 de XYZ. C'est un roman graphique, mais avec une autre forme, donc c'est vraiment plus puriste, c'est-à-dire que c'est un roman illustré, dans le fond. Et puis, dans celui-ci, on va suivre, je crois, le jeune Florent qui vit de l'éco-anxiété. Puis, j'en ai beaucoup entendu parler, ça semble être vraiment quelque chose, une approche intéressante de cette réalité que beaucoup d'entre nous vivent, peu importe leur âge. Et puis, j'ai bien hâte de découvrir ça. Donc, j'aime beaucoup les illustrations d'Ève Patnaud habituellement. Puis chez qui numéro 5, XYZ, je trouve qu'habituellement, là, ce qu'ils produisent comme proposition au niveau des romans graphiques, ça vient souvent m'interpeller. Donc, j'ai beaucoup d'espoir et d'attente par rapport à celui-ci. Ensuite, je me suis pris, c'est pas exactement une nouveauté, il était dans les nouveautés, mais je pense qu'il est sorti depuis un moment. C'est simplement que je viens de le voir passer tout simplement. Donc, c'est Suzette ou le grand amour de Fabien Toulmé. Et c'est publié chez Delcourt, je crois. Oui, chez Delcourt. Et puis, Fabien Toulmé, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été particulièrement connu pour Les Deux Vies de Baudouin. Si vous ne l'avez pas lu, c'est excellent. Je ne vous résumerai pas Les Deux Vies de Baudouin parce qu'il y a vraiment... l'intérêt de ça, c'est le sujet abordé, l'angle par lequel le sujet est abordé. Et il y a une espèce de plot twist. Et si je vous en parle un peu, ça va peut-être gâcher votre plaisir. Dans celui-ci, Suzette ou le grand amour, on va suivre Suzette et Noémie. Donc, Suzette qui est la grand-maman de 80 ans qui vient de perdre son mari et Noémie, sa petite fille, qui commence sa première histoire de couple. Et puis, Noémie va apprendre que sa grand-mère a peut-être pas été aussi heureuse en mariage qu'elle le pensait et qu'elle avait toujours resté un peu en amour avec un jeune homme, je crois, qui était en Italie. Là, je vous divulgage rien, là, c'est dans la 4e. Et puis, les deux femmes décident alors de prendre la route en quête de ce passé romantique. L'occasion pour elles d'échanger sur la vie de couple, l'engagement et les histoires qui durent. Alors, je trouvais ça vraiment chouette. C'est une bonne brique, comme habituellement. Je vais vous montrer un peu les illustrations. J'aime bien les petites BD road trip intergénérationnelles comme ça. Puis, Fabien Toulmé, habituellement, on peut toujours se fier sur lui pour nous amener à un endroit pas toujours où on s'attend à être mené. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Ensuite, ça fait vraiment longtemps que je veux lire celui-là. Puis là, ben, je me suis dit, automne, octobre, Halloween, ambiance noire. Mais donc, c'est Grimoire noir. C'est de Yana Bokac et Vera Grinti chez Glénat. Grimoire noir. Puis c'est, dans le fond, je crois que c'est un premier roman graphique pour ce duo-là. Puis ça se passe dans la ville américaine de Blackwell où la magie est autorisée. Par contre, dès qu'on sort de Blackwell, c'est plus du tout autorisé. Puis, dans le fond, on va suivre Bucky Orson, dont la sœur a disparu dans des circonstances mystérieuses et qui va, je crois, mener l'enquête. Donc, je vais vous montrer peut-être quelques planches. Je ne sais pas si on va bien les voir parce que c'est assez sombre, mais oups, avec les reflets, là. Ouh, mon Dieu, je suis tombée sur... C'était peut-être pas la meilleure planche à montrer sur YouTube. Alors, voici, je vais essayer d'enlever les reflets, comme ça. Donc, c'est comme sous forme d'enquête dans une ville qui semble on va avoir à gérer avec un soupçon de magie de paranormal.
Alors voilà, j'ai bien hâte de le découvrir. Ça faisait longtemps que je voulais le voir, puis il n'était jamais dispo dans les bibliothèques. Puis là, finalement, je l'ai revu suivant le visionnement d'un des vlogs BookTube, puis ça m'est revenu en tête, puis je l'ai trouvé, puis il était disponible. Donc, je me suis précipitée. Et enfin, oui, bien encore un autre. J'ai décidé de me prendre un petit bijou littéraire, donc un petit opus d'Éric Orsena. Ça s'appelle Les mots immigrés. Et c'est de Éric Orsena, illustré par Bernard Serpiglini. Et Éric Orsena, c'est dans la même veine. Il a été connu plus pour La grand-mère est une chanson douce. Et il nous fait toujours un peu découvrir la langue française sous la forme d'une fiction. Souvent, on va suivre, je sais pas, les lettres de l'alphabet ou la ponctuation ou des choses comme ça. Puis c'est vraiment, vraiment toujours tendre et poétique et doux et tout ça. Dans celui-ci, dans le fond, ça explore les emprunts, en fait, les langues évoluent en faisant des emprunts à d'autres langues. Puis la prémisse, c'est et si les mots émigrés, c'est-à-dire la quasi-totalité des mots de notre langue, décidaient de se mettre un beau jour en grève, de prendre la parole et de nous raconter leur histoire, notre histoire donc. Ce jour-là, les apôtres de la pureté nationale deviendraient muets. Il n'est pas interdit de rêver. Je trouvais que comme début de quatrième, ça avait l'air chouette. Puis comme toujours pour les livres d'Éric Orsena, c'est de la fiction illustrée, donc c'est sous forme de roman, mais c'est quand même très aéré. Puis habituellement, il y a des illustrations qui sont parsemées ça et là. Je sais pas si je vais... Ouais, c'est des petites illustrations, là, mais c'est toujours très doux. Donc voilà le dernier ajout que j'ai fait à ma pile à lire mouvante. Alors, ben écoutez, je ne sais pas trop dans quoi je vais me lancer, mais je vous en reparlerai. Et bien, finalement, j'ai terminé le fameux, je vais vous mettre ici, Anne d'Ingleside de Lucy Maud Montgomery, donc le tome 6 de la série des Anne. Je l'ai terminé en livre audio. Et puis, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu, je vous en avais parlé, je l'ai lu la dernière fois, j'étais quand même un petit peu plus jeune que maintenant. Puis, je me souvenais que ce tome-là, ainsi que le tome suivant qui s'appelle La vallée arc-en-ciel, qui me ben, c'est pas que ça me déplaît, mais ce qui me plaisait un peu moins, c'est que on suivait moins Anne et Gilbert et son entourage, et on se concentrait sur les enfants d'Anne, donc leurs péripéties, et ils sont adorables. C'est pas que j'ai quelque chose contre les enfants d'Anne, c'est simplement que là, on est étrangement, c'est un tome, celui-là, qui se déroule pendant de longs moments à hauteur d'enfant, avec une structure répétitive parce qu'on va suivre les enfants d'Anne à tour de rôle dans des mésaventures dont on peut un peu prédire qu'est-ce qui va se passer. Donc, histoire d'amitié, de petites trahisons, de grandes trahisons, de petits cœurs et tout ça. Donc, pour ça, c'est quand même intéressant. Mais on dirait que comme Anne est moins présente, je m'attachais moins à la situation. Les moments où j'ai pris plus de plaisir dans cette relecture-là, c'est lorsqu'on on avait Anne, puis Suzanne Baker, celle qui s'occupe avec les autres de la cuisine puis de la maison, les autres personnages du Glen et tout ça. Donc, je pense que c'est juste parce que je suis peut-être passée de l'autre côté du miroir de l'âge adulte, puis là, on dirait que je me sens moins interpellée. Mais pourtant, quand il y a des enfants en temps normal, comme les premiers tomes d'Anne, si t'as hauteur d'enfant, mais on dirait que je me sens quand même interpellée dans celui-là. On dirait qu'on vient tirer un petit peu la sauce, peut-être. Là. Puis la vallée arc-en-ciel, dans mon souvenir, on suit également les enfants d'Anne ainsi que les enfants du pasteur du village. Donc, je vais voir si je le lis. Je vais sans doute me laisser une pause de toute façon dans ma relecture. Par contre, le 8e tome, Ria d'Ingleside, on suit en effet Ria Ingleside, qui est une enfant d'Anne, mais ça, c'est vraiment un que j'aime vraiment beaucoup parce que ça entremêle également l'histoire parce que ça va être pendant la Première Guerre mondiale et comment les gens qui doivent rester vivent la Première Guerre mondiale à distance. Donc, celui-là, je sais que je vais l'aimer, je le relis quand même plus souvent. Mais je vais peut-être quand même poursuivre, puis là, la valeur arc-en-ciel pour voir est-ce que mon ressenti est le même que lorsque je l'avais lu. C'est sûr que non, là, je veux dire, mon bagage a changé depuis le temps. Ça n'enlève rien à la qualité de la plume de Lucy Maud Montgomery. C'est simplement que celui-là, on dirait que je ne sais pas trop à qui ça s'adresse. Je me dis, un jeune se sentirait interpellé. Pourtant, il se clôt sur un épisode qui est vraiment sur la vie comme conjugale d'Anne. Donc, on dirait que je me dis, mon Dieu, je ne sais pas trop à qui ça s'adresse. C'est pas grave. Ça m'a fait plaisir. La plume est toujours aussi douce. Puis la version en
lecture audio qui est proposée par Radio-Canada de Catherine Proulomé. Donc, celle-ci aussi, c'est très bien. C'est dynamique. Catherine Proulomé fait vraiment des voix dynamiques qui font en sorte qu'on comprend très bien, dans le fond, l'histoire. Donc, je vous le recommande quand même. Alors, sur ce, je vous quitte parce que c'est mon petit marathon d'intervention aujourd'hui. On dirait bien. Et puis, ben, je vous dis à plus tard. Alors, bonjour, bonjour. Je vais vous faire une petite chronique en marchant, je pense, parce que je profite du temps de l'après-midi, de la fin de l'après-midi, avec le beau soleil enfin qui est revenu et du temps automnal. Et puis ensuite, je vais me lancer plus dans le préparatif du souper, donc voilà. Comme vous avez vu ce matin, je m'étais lancée finalement dans Les écailles de la mer l'été d'Éric Metzger, que j'avais envie de découvrir, qui est une espèce de petit ovni littéraire là, que Mademoiselle Lee nous avait fait découvrir, puis j'avais été curieuse et tout ça. Mais finalement, après ça, j'ai regardé dans mes défis littéraires, oui, j'en ai beaucoup, puis je me suis rendu compte qu'il y avait une contrainte du mois de septembre que je n'avais pas encore complétée, puis on est le 29, donc bravo Marie-Soleil, super. Et c'était de lire un livre qui était censuré. Censuré dans le sens qui peut avoir été soit retiré de bibliothèques publiques ou d'écoles. C'est souvent plus aux États-Unis, mais il y en a aussi au Canada anglais, puis au Canada, au Québec aussi, des livres comme ça. En tant que bibliothécaire, c'est une cause qui me tient à cœur, là, la liberté d'accès aux livres. Et puis, j'ai décidé de finalement me lancer dans l'adaptation en roman graphique de A Wrinkle in Time de Madeleine d'Angle, parce que c'est un livre qui a été très souvent banni, je m'excuse pour l'anglicisme, qui a été très souvent censuré, ou en tout cas, on a demandé vraiment des justificatifs pour ça, parce que c'est un livre qui mêlait science et religion, principalement. Puis ça, c'est quelque chose qui passait pas facilement. Donc voilà. Alors, je vais peut-être essayer, comme c'est une adaptation en roman graphique, là, mon but, c'est de le terminer avant demain soir. Et puis, donc, je vais faire un petit blitz, puis je reviendrai aux écailles de la mer l'été au pire aller. Puis, sinon, bien, mon livre audio de marche et de trajet, j'ai hésité encore. Puis finalement, j'ai reçu un petit signe du destin, enfin, une alerte comme quoi j'avais ma réservation pour un livre audio qui était arrivé. Puis c'était finalement The Midnight Library de Matt Haig. Et puis ça faisait longtemps que je voulais lire, je l'avais entendu parler. Puis j'avais eu l'opportunité de lire cet été, mais j'avais trop de livres audio en cours. Donc j'avais reporté la lecture. Et puis finalement, ça tombait à point. Donc je viens tout juste de le commencer. Alors voilà, c'est ça le petit portrait lecture du jour. Alors, je vous reprends dès que je peux. Bye bye! Puis je suis en train du coup de faire mon montage là. Voilà, franchement, le décor, mon écran est dégueulasse, je suis désolée. Voilà. Le décor est donc voilà, on arrive ce soir à Toulon, on va dormir sur Toulon parce que... Alors, me revoici pour un petit point lecture. Nous sommes le samedi 1er octobre et j'ai réussi mon défi de lire le fameux livre
A Wrinkle in Time, adapté du roman de Madeleine L'Angle par Hope Larson, en roman graphique. Et puis j'avais jusqu'au 30 septembre pour le lire, puis je l'ai terminé hier soir, donc tout va bien. Et je vais vous montrer quand même comme ça ici. Puis je vous ai mis quelques planches dans le vlog un petit peu plus tôt, là, vous allez voir l'intérieur. C'est monochrome bleu et blanc. Et puis j'ai adoré, en fait. J'ai vraiment adoré. Je dirais que concernant l'univers visuel, j'étais peut-être pas super convaincue au départ, puis je demeure pas totalement convaincue. C'est un style qui a été adopté, qui était, je crois, un peu plus utilitaire que vraiment intéressant, dans le sens où c'est monochrome, c'est des gros traits, et puis il y a vraiment beaucoup de texte, là. Donc c'est vraiment comme c'est une adaptation d'un roman. Souvent, ça peut être une des problématiques, bien pas une des problématiques, mais un des défis qui sont rencontrés par les gens qui font des adaptations en BD ou roman graphique. C'est quand ça sort, surtout pour des univers comme celui-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses à rentrer. Ça peut être évoqué au niveau visuel, mais il y a beaucoup de détails qui doivent quand même être verbalisés. Donc, ça fait quand même des BD chargés. Celui-là, le visuel est chargé. Mais j'ai vraiment adoré l'histoire. Bon, après, ça reste une adaptation. J'ai pas lu le roman original. Je sais pas du tout si l'adaptation est habile ou pas. Mais ça m'a complètement emportée. Je sais aussi que ce tome-là, c'est le premier tome d'une une série de 5 tomes. Le terme... ça s'appelle... en anglais, c'est Time Quintet. Donc, mais bon, je pense que c'est quand même juste... Elle a été connue plus particulièrement pour ce tome d'introduction-là, Madeleine L'Angle. Et puis, je vous dirais qu'on suit... Mon Dieu, je ne sais pas dans quoi c'est classé. C'est du fantastique, je crois. Mais on dirait qu'il y a comme un peu de science-fiction. C'est vraiment un mélange de science-fiction, d'inexplicable, mais en même temps, ce sont des personnages réalistes. Donc, en gros, on va suivre une famille qui est la famille Murray. Et puis, on va suivre Meg, Charles Wallace, leur frère jumeau et la mère, qui sont seuls pour le moment à la maison parce que leur père, qui est un scientifique, a disparu sans crier gare. Mais eux, ils croient qu'il va revenir. Ils faisaient des recherches particulières, mais classées top secret. Et la mère de la famille également est une scientifique. De ce qu'on comprend dès le départ, c'est que le Charles Wallace, qui est le plus jeune de la famille, a l'air d'avoir une intelligence hors du commun ou en tout cas un don particulier. Et puis Meg, qui est celle qu'on suit le plus, qui est comme un peu son point de vue qu'on suit, c'est une adolescente, puis elle se sent différente. En même temps, elle semble être différente de l'ensemble de la population, mais peut-être pas aussi différente que son petit frère. Et puis, on va les voir, dans le fond, être interpellés par des présences que seul Charles semble voir. 3 dames qui vont leur apparaître et leur dire qu'ils doivent les suivre parce que c'est important pour essayer de retrouver en fait, pour essayer d'éviter une catastrophe, c'est-à-dire que un genre de darkness, donc une espèce de noirceur envahisse la Terre. Ça, c'est la prémisse. En tout cas, c'est résumé. Je suis désolée. C'est pas le meilleur résumé que j'ai fait. Et après ça, on va les suivre là-dedans. Donc, c'est super intéressant parce que, bon, il y a de l'aventure. Il y a accepter sa différence ou accepter de vivre avec le fait qu'on ne sait pas tout ou qu'on n'est pas capable de tout expliquer. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça avait été censuré beaucoup, là. Je vous rappelle que ça, c'est un des livres que je lisais qui était un livre qui était souvent retiré des écoles à l'époque parce qu'il disait que ça mélangeait science et religion. C'est pas tant religion, je dirais, que spiritualité, on dirait, ou foi, disons. La foi en quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer, mais vraiment d'un point de vue scientifique, pas nécessairement avec une créature qui peut intervenir et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. En même temps, la quête d'une jeune fille, Meg, qui veut retrouver son père à tout prix. Les défis de quelqu'un qui a des grands dons, mais qui n'a peut-être pas beaucoup d'expérience de vie, de savoir comment on est capable de vivre avec ça, puis de le mettre à profit. Ce que je trouve ça intéressant là-dedans, c'est que ça n'a pas l'air toujours évident, en fait, d'utiliser ces dons. Donc, souvent, dans les livres fantastiques, on dirait qu'il y a un don, puis là, ben, au début, il y a quelques ratés, mais après ça, tout va bien. Alors qu'en fait, ça peut vraiment être vertigineux, là, pour
quelqu'un qui a un don si on n'est pas trop sûr de qu'est-ce qui va... Si on n'est pas trop sûr que c'est en fait une force pour nous. Pour Meg, en fait, on dirait que toutes ces... ce qu'elle appelle ses failles, ça semble devenir ses forces par après, mais pour elle, elle les passe toujours comme des failles. Donc, c'est super intéressant. Charles Wallace, lui, il est comme plus sûr de ses dons. Meg, dans le sens qu'il considère que c'est quelque chose qui est un atout pour lui. Meg considère que c'est quelque chose qui n'est pas un atout pour lui. Puis, il y a un nouveau personnage que je ne vous nommerai pas qui va aussi s'associer au duo, qui lui aussi est très différent, vit dans une famille tout à fait normale, mais a comme un don. Puis, dans le fond, lui, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il y a un don, mais il fait un effort pour s'intégrer, pour pas que ça paraisse. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Tout en... Ça, c'est le petit côté deuxième dimension de ce récit. Mais c'est surtout une aventure vraiment palpitante. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Ils s'en vont... On va explorer l'espace aussi, donc on sort d'une galaxie. Je ne vais pas trop vous en dire pour pas vous divulgacher les choses. Il y a des relations de famille, relations à une quête, des péripéties, des choses inquiétantes quand même. Là. Je ne sais pas trop. Celle-là, moi, je l'avais trouvé en bouquinerie, donc usagé. Donc, je ne sais pas trop en quoi il a été classé dans les biblios. C'est sûr qu'il y a quand même des choses, en tout cas dans la version roman graphique, comme il y a certaines affaires qui sont mises en scène, qui sont pas évidentes, peut-être qu'à lire ce serait pas si pire, mais à voir, peut-être que ça peut être impressionnant. C'est pas, tu sais, il n'y a pas de décapitation ou tout ça, mais c'est plus au niveau de être happé par peut-être quelque chose, tu sais, comme vous voyez, la grande noirceur et tout ça, un pouvoir plus grand que soi, donc peut-être que ça, c'est quelque chose qui est peut-être associé par ceux qui l'ont banni à, disons, je dirais, se laisser prendre par le diable ou le démon, je sais pas quoi, mais il n'y a pas du tout de démon là-dedans. Donc, peut-être qu'il y a ça, je ne sais pas trop à quel âge je le conseillerais. Ça dépend vraiment de la maturité de l'enfant. Le graphique, en tout cas, je vous dirais, il a l'air d'être jeunesse, mais tu sais, il y a des planches qui sont quand même comme là, tu sais. Ça a l'air particulier, mais tu sais, le personnage qui est chauve avec des ailes, puis l'espèce de sorcière un peu. Donc, c'est pas. Ça reste en soi impressionnant, donc je me dis, bon, peut-être pas trop jeune, mais c'est évidemment chaque personne qui est au courant, qui le sait. Je suis un peu brouillon, mais j'ai vraiment aimé ça, puis des fois, dans ce temps-là, je sais pas trop comment vous en parler. Donc, écoutez, Wrinkle in Time, c'est un classique du ce qu'appelle science-fiction, fantasy, fantastique, là, SFFF. Et je suis bien contente de l'avoir découvert. Et à la limite, je me demande si j'ai pas envie de le lire en roman. Donc, parce que là, je l'ai lu en graphique. C'est quand même une bonne brique, là. Ça fait 400... presque près de 400 pages en graphique. Puis j'ai presque envie de lire en roman, puis peut-être même de lire la suite. Ça m'a vraiment happé, puis c'est tellement pas mon genre de prédilection. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la science-fiction, mais j'aime moins le fantastique, ça dépend ce que c'est. Puis là, je sais pas, on dirait que c'était exactement le bon dosage pour me parler, ou alors c'est ça que j'avais envie de lire à ce moment-là. Alors voilà, tout ça et cet imbroglio de paroles pour vous dire, défi réussi et j'ai adoré, je vous suggère ardemment et je vous suggère vraiment cette adaptation en roman graphique là également. Bien que je puisse pas vous dire si c'est fidèle ou pas à l'histoire, de ce que je lis, c'est que c'est relativement fidèle à l'essence de l'histoire, donc il y a peut-être des choses qui ont été modifiées, mais voilà, donc très bonne lecture. Et sinon, eh bien, je vous avais dit que j'avais pris en livre audio The Midnight Library de Matt Haig, et puis j'en ai écouté presque 1h30, 2 heures. Puis j'ai essayé vraiment fort, mais ça m'a pas interpellée. Comme disent nos collègues outre-mer, ça l'a pas fait pour moi. C'était profondément déprimant. Et j'imagine que ça évolue vers quelque chose d'autre, parce que dans le fond, la prémisse, c'est qu'il y a une jeune femme qui est en détresse, qui a pas beaucoup de... qui a l'impression qu'il n'est plus utile, il n'est pas voulu dans le monde. Elle a vécu beaucoup de choses qui étaient troublantes dans son enfance, puis en jeune adulte. Et puis, elle décide de mettre fin à ses jours. Donc, attention, je vous le dis, ça arrive très tôt, mais j'aime mieux vous dire que alerte aux sensibilités. La prémisse est basée sur le fait de quelqu'un qui se suicide. Ensuite, là, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui par la suite doit vraiment se réaliser, mais ça reste que c'est quelqu'un qui en décide d'en finir. Et ensuite, elle va se retrouver dans un endroit qui s'appelle The Midnight Library et qui est au centre de l'histoire, qui est un endroit où on peut
on a l'opportunité de revivre nos vies si on avait fait des choix différents, voir qu'est-ce que ça aurait donné pour avoir l'impact de chacune de nos décisions. Je ne sais pas comment ça se déroule ensuite, mais de toute façon, je ne vais pas vous en dire trop. Ça, c'est vraiment dès le début là, ce dont je vous parle. Puis je ne sais pas si c'est le ton de la personne qui lisait ou le style. Ça avait l'air de s'enligner un peu comme un roman initiatique. Puis ça, moi, des fois, quand je le perçois, j'ai rien contre les romans initiatiques, mais je veux pas que ce soit écrit en gros néon. Ceci est un message que vous devez comprendre. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. C'est dommage parce que la prémisse m'intéressait de Midnight Library. Bon, c'était quel mot library? Bibliothécaire, je suis pas prévisible, mais puis je trouve ça intéressant. Mais là, on dirait que peut-être aussi, c'est en ce moment, ce dosage-là de détresse humaine et il n'y a pas d'issue, puis il n'y a rien qui va se régler, puis des gros souvenirs pesants. Peut-être que j'avais pas du tout envie de lire ça, puis peut-être que ça se modifie par la suite, mais j'ai décidé de prendre la décision de l'abandonner. C'était trop, donc voilà. Je l'ai mis de côté. C'était un livre audio emprunté de toute façon, donc joie, dans le sens où ça ne m'a pas coûté rien d'essayer. Et puis, j'ai décidé hier, c'était le 30 septembre au Québec, Canada, c'était la Journée nationale de vérité et de réconciliation. Donc, pour essayer de rebâtir des ponts avec les Premières Nations qui sont ici depuis bien avant notre arrivée et avec qui il y a eu des interactions qui ont été à la fois terribles et en fait pas à la fois, terribles et vraiment pas fructueuses dans les dernières centaines d'années. Et c'est une journée qui est là pour qu'on se rappelle que le dialogue doit être lancé, puis il y a des processus de réparation qui doivent être lancés également. Donc, ça m'a un peu inspirée, puis j'avais la possibilité d'avoir sur la fameuse plateforme audio, on dirait que pourtant je suis absolument pas en promotion de cette plateforme-là, je ne suis pas en partenariat, mais c'est une plateforme sur laquelle on peut accéder à des livres audio gratuits qui sont lus par des comédiens québécois et des comédiennes québécoises. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc, il y avait la possibilité d'avoir Cuisse et Panne, qui est le premier roman qui a été écrit par Naomi Fontaine. Naomi Fontaine, elle vit à Québec, puis ça dit dans sa bio ici qu'elle est une Innu de la nation Ouashat. Je suis désolée, je vais aller voir comment ça se prononce. Et puis, dans le fond, c'est son premier roman, puis il a été adapté au cinéma. Donc, je l'ai commencé en lecture audio. J'admets que jusqu'à maintenant, ça m'a toujours plu, en plus, les écrits de Naomi Fontaine. Je vais vous montrer, là, c'est un roman qui a l'air à se déployer en version papier, en petits bribes. Je dirais que c'est comme un enchaînement de courts chapitres et dont le lien semble être la vie des Premières Nations dans les réserves, sous différents angles. Puis, en livre audio, c'est difficile à suivre. C'est-à-dire que j'adore sa plume, mais ça m'a pris du temps avant de comprendre si j'étais en train de lire quelque chose qui était, disons, une introduction, puis après ça, j'arrivais dans le vif du sujet. Je ne connaissais pas la structure avant, donc j'aurais peut-être dû... Donc, je vous suggère peut-être de lire en papier. Je vais continuer à lire en audio parce que je vais aller marcher, puis ça va être bien. Mais maintenant que j'ai vu que c'était ça va m'aider à juste pas chercher des liens où il n'y en avait peut-être pas. C'est divisé en 4 grandes sections. Donc, j'imagine que c'est 4 thèmes. Donc, nomade, ensuite Ouashat, ensuite, là, ma prononciation va être terrible. Mes excuses aux gens peut-être qui connaissent la langue Innu. Nuchimit et ensuite Nikus. Donc, je vais voir à quoi ça ressemble, mais à date, la plume me plaît toujours bien. C'est sûr que ça aussi est quand même une bonne dose de grisaille, mais ça, on est au courant dans les Premières Nations l'ont absolument pas eu facile et continuent de ne pas l'avoir facile et la vie en réserve est questionnable sous de très nombreux aspects. Donc, je vais poursuivre ma lecture, mais je vais sans doute la terminer d'ici demain. Puis, je trouvais ça chouette, dans le fond, d'avoir l'opportunité de découvrir ce site-là. Justement, je l'ai commencé le 30 septembre pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Alors, bien voilà, c'était mon petit point lecture. Et puis, ben, ça va être un très long vlog finalement, c'était pas prévu, mais visiblement, ça semble être... J'ai été inspirée cette semaine. Et puis, je vais peut-être vous revenir une autre petite fois avant la fin du vlog. Et puis, ben, c'est ça, je vous tiendrai au courant. Bye bye. Eh bien, me revoici en ce dimanche 2 octobre pour un dernier petit point lecture avant de clore ce vlog-ci. Alors, ben, en fait, je vous reviens parce que j'ai terminé finalement la lecture que j'avais entamée en audio
du livre Kwesipan de Naomi Fontaine. C'est publié chez Mémoire d'Encrier et dans la collection de poche Legba. Et puis finalement, je l'ai terminé en papier, cette lecture-là. Parce que comme je vous avais dit dans le dernier vlog, excusez-moi, dans la dernière section du vlog, c'est une lecture qui s'aborde plus ou moins bien en lecture audio parce que la structure de ce livre-là est vraiment particulière. C'est-à-dire que l'autrice va nous y faire découvrir, bien entendu, comme je vous en avais parlé, la vie sur la réserve dans la Première Nation Innu de Uashuat Maniotenam, mais elle ne le fait pas sous la forme d'une fiction suivie. Elle va plutôt y aller de façon impressionniste. Donc, par petits courts chapitres qui vont soit être une description d'un lieu, la narration d'un événement, la découverte d'une tradition. Et il va également avoir divisé son livre en 4 grandes sections que je vous avais nommées dans la section précédente, là, qui va aborder différents thèmes. Et puis, ça fonctionne par, je dirais, empilade. Donc, elle va ajouter des morceaux d'émotions et d'informations et de découvertes. Puis ça va à la fin créer un portrait, le portrait qu'elle veut nous faire de cette vie-là, dans le fond, sur la réserve en tant qu'Innu dans la nation Uashuat, dans la réserve de Uashuat Maniotenam. Et puis, ça a été, moi je trouvais ça très bien, ça m'a pris un peu de temps à embarquer, mais je crois que c'est vraiment parce que je l'ai commencé en livre audio. Donc là, une fois que j'ai compris que la structure était super importante, je l'ai poursuivi en papier, puis là, voilà, j'ai enfin pu en profiter. La plume est toujours aussi évocatrice. C'est très en simplicité et authentique, la plume de Naomi Fontaine. Elle ne fait pas non plus des descriptions gargantuesques, c'est pas non plus du vocabulaire très recherché, mais c'est tellement précis, fin, puis évocateur. Le lecteur n'a pas vraiment le choix de se sentir interpellé par ça, que ce soit notre réalité ou pas, que ce soit un premier plongeon dans cet univers-là, des Premières Nations ou pas. Donc, vraiment, c'est une belle découverte. Par contre, c'est sûr que je vous le recommanderais peut-être pas comme première lecture pour découvrir Naomi Fontaine parce que à moins que vous soyez habitué à ce genre de roman-là, qui est un genre de, j'appelle ça un roman d'ambiance un peu, c'est pas vraiment un roman, je sais pas comment l'expliquer, c'est comme un récit d'ambiance. Donc, c'est sûr que si c'est moins votre truc, ça se peut que vous trouviez ça un peu plus difficile de vous attacher, dans le fond, au personnage. Alors, sinon, de la même autrice, Naomi Fontaine a fait Manikanetish, que j'avais déjà lu également, et qui, cette fois-ci, est une histoire suivie. Donc, on va y suivre une enseignante Innu qui avait quitté la réserve de Uashuat Maniotenam et qui revient pour enseigner pendant une période de temps. On va la voir interagir avec les jeunes, il va y avoir des éléments perturbateurs, il va y avoir une quête aussi d'identité. Donc, c'est super intéressant. C'est aussi une petite plaquette. Donc, celle-ci, c'était à peu près une centaine de pages. Donc, je pense que c'est comme 120 pages pour Manikanetish. Puis, mais cette fois-ci, c'est une histoire suivie. Donc, si vous voulez découvrir la plume de Naomi Fontaine, puis vous n'êtes pas trop sûr de vous habituer avec aisance, avec sa façon d'écrire en portrait, c'est sa première œuvre, ça, Kwesipan, eh bien alors, vous pouvez aller avec Manikanetish d'abord. Par contre, ensuite, je vous invite vraiment à découvrir Kwesipan parce que je pense qu'on va vraiment à l'essence des choses avec ça. On n'est même pas distrait par une intrigue qui pourrait être un peu dans le monde de la robe, qui peut faire que la réalité est romancée. Là, cette fois-ci, c'est vraiment des petites touches de réalité qui s'empilent, donc ça interpelle encore plus, ça remue encore plus. Alors, voici pour Kwesipan, une très bonne lecture pour ma part. Je suis bien contente de l'avoir découvert. Et je vous remonte encore une fois la couverture. Donc, c'est ce qui va clore le vlog cette semaine. Je crois que j'ai eu quand même une semaine un petit peu moins nombreuse en lecture complétée. Par contre, je vous ai quand même présenté plusieurs lectures potentielles que j'aurais à faire en allant chercher des livres à la bibliothèque. Par contre, je suis bien heureuse, c'était assez varié encore une fois ce que j'ai lu. Donc, un livre audio qui était une relecture, la fameuse Andingaside. Celle-ci qui était audio-papier, qui était une découverte dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Ensuite, également un classique de la SFFF qui était un livre banni, donc A Wrinkle in Time de Madeleine Langle, Madeleine Langle, je me trompe tout le temps, en adaptation en roman graphique. Et un opus à rentrée automnale, donc le plongeon de Daniel Bélanger vers la poésie avec son poids lourd. Puis, le premier contact que j'avais avec la fameuse collection Pi chez Delorma, donc les extraits de correspondance de Louise-Amie Alcott. Donc, je trouve que ça a été un beau
une belle aventure encore une fois cette semaine dans la variété et en sortant un peu de ma zone de confort. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite toujours en commentaire à échanger avec moi si vous avez déjà lu des livres que j'ai présentés, si vous avez des suggestions qui pourraient peut-être être en complément avec ce que j'ai présenté. Ça va me faire plaisir de les découvrir et puis d'interagir avec vous. Donc, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo. Ça aide à donner un peu plus de visibilité à cette chaîne-là, dans le fond, dans l'océan YouTube. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si le contenu que je vous propose vous plaît. Alors, d'ici à ce qu'on se retrouve, je vous souhaite, comme toujours, d'excellentes et joyeuses lectures et découvertes. Et puis, on se dit à la prochaine!